Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League. Aujourd'hui, retour sur la quatrième semaine de compétition pour les 8 facs de la conférence, avec une semaine qui avait bien débuté et qui s'est finie de façon beaucoup plus compliquée pour les facs de l'Ivy League qui jouaient contre des équipes qui ne faisaient pas partie de l'Ivy League. Donc il y avait eu 3 matchs sur le vendredi soir, tout on commence à peu près à 1 heure du matin. Donc un match entre Cornell et Harvard, on reviendra un petit peu plus tard, mais d'abord on va s'intéresser aux deux facs de la Ivy League qui rencontraient des équipes de l'extérieur. Alors on commence par Brown qui s'est imposé 29-19 contre les Bulldogs de Bryant dans une victoire qui a quand même mis un peu longtemps à se décider. La faute à un début de match complètement loupé de la part de Brown qui était mené 14-0 à la mi-temps. Mais heureusement, une bonne deuxième période avec notamment un James Murphy des grands soirs, on va dire ça comme ça, qui permet de relancer les Bears et permet aux Bears de mener d'être un bilan de 3-1 maintenant sur l'année avec une seule défaite contre Harvard. Donc meilleur départ de Brown depuis maintenant, je crois, une bonne dizaine d'années. Donc c'est plutôt cool. Un jeu au sol qui s'est mis en place plutôt bien avec voilà le one-two punch Mike Childs, Quentin Brown qui est un peu revenu sur le devant de la scène, mais surtout un Matt Childs avec 2 TD, 92 yards pour lui au sol. Donc voilà, donc tous les voyants sont au vert pour les Bears cette année. Une victoire, je pense, qui fait du bien pour le moral au niveau de la dramaturgie. Alors c'est vrai que on aurait pu espérer une victoire un peu plus convaincante contre les Bulldogs qui avaient qui font pas partie des très bonnes équipes de FBS, enfin de FCS, pardon, qu'on soit très clair. Mais voilà, l'essentiel est là, la victoire est là, et surtout, ils ont su se remobiliser après un début de match compliqué. Une victoire à l'extérieur, c'est pas perdu. Et voilà, mine de rien, ça fait 3-1, et voilà, ils font partie de des équipes qui ont surpris de façon positive avec une attaque qui fonctionne très bien. Donc on va voir ce que ça va donner. Il va y avoir 2 semaines assez ouvertes pour les Bears là, Princeton et Cornell. Et voilà, si ça se goupille bien, ils pourraient faire partie du très haut tableau de l'Ivy League. Et voilà, une défaite contre Harvard. Je pense que ce ne sera pas la seule équipe qui perdra contre le Crimson cette année. Donc ça se confirme et ça se confirme plutôt bien. Euh, Deuxième match dans la nuit de vendredi à samedi, c'était Pennsylvania qui accueillait Marist, victoire des Quakers 28-9. Là aussi, sans trop de surprise non plus, avec voilà encore une fois une attaque voilà, qui a très très bien fonctionné. Liam Bryan, pardon, le quarterback très bon, et surtout un Jared Richardson extraordinaire, 190 yards pour lui, 2 TD. Il a été élu joueur de l'année offensif par un des sites analyse de FCS. Donc voilà, donc c'est une performance de très haut niveau pour lui. On s'y habitue, hein, de toute façon, vous connaissez mon amour que j'ai pour Jared Richardson. Et contre une équipe des Red Fox un peu en dilettante, en difficulté au niveau de la défense, ça a pas pardonné pour eux. Victoire tranquille, 28-9. Alors c'est vrai que il y avait 14-3 à la mi-temps, et c'est surtout sur le dernier quart avec 2 TD que Penn a fait la différence. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même une victoire très convaincante. Penn qui bascule aussi, mine de rien, 3-1. Donc c'est quand même plutôt cool pour les Quakers qui devraient faire partie de ce bon wagon de la Ivy League avec Brown, pardon, que j'ai nommé juste avant. Ils n'ont pas encore perdu eux par rapport à Brown qui eux sont en 0-1 parce qu'il y avait des défaites contre Harvard. Eux ils n'ont pas encore commencé le calendrier. Enfin ils ont commencé le calendrier de la conférence, mais c'était pour une victoire contre Dartmouth. Donc voilà, donc très bien pour eux. Donc voilà, donc un vendredi soir qui commençait bien. Le dernier match, c'était Harvard qui accueillait Cornell. On s'attendait à une grosse fessée pour le Big Red. Ça n'a pas forcément été le cas. Victoire 34-10 de Harvard dans un match qui a été longtemps relativement serré. Il a fallu vraiment attendre le dernier quart-temps et deux touchdowns pardon, sur les dernières minutes de jeu pour que Harvard, on va dire, se mettre complètement à l'abri. Ça finit par un pick six de Jack Donahue sur une passe de Garrett Bass Sulpicio, pardon. Mais voilà, c'est probablement la moins bonne performance de Harvard depuis le début de l'année.
Alors moi j'en avais parlé la semaine dernière, j'avais dit attention à ces matchs de vendredi soir, c'est toujours un petit peu complexe de jouer, il y a toujours eu des résultats un petit peu bizarres, ça s'est confirmé. J'avais dit hein, que je pensais pas que Cornell prenne, que allait courir le spread, voilà, que 30 points ça me semblait un peu élevé, et ça a été le cas aussi. Donc voilà, donc Cornell, euh, voilà, qui s'est mis un peu au niveau de Harvard. Alors c'est vrai que, mine de rien, il y a eu du déchet, notamment en attaque de la part du Crimson. On a vu un Jaden Craig quand même un peu plus en difficulté par rapport à d'habitude. Un retour qui fait plaisir à voir, c'est Xavier Bascon, le running back, voilà, qui a été plutôt bon du côté de Harvard. Mais c'est vrai que, au vu de la différence de niveau entre les deux équipes, on aurait pu s'attendre quand même très clairement à autre chose montré par le Crimson. Voilà, le Big Red, notamment offensivement, c'est quand même très très compliqué. Il y a un problème au poste de running back, hein. Il n'y a pas de playmaker qui s'est dégagé. C'est Garrett Grass Sulpicio qui fait vraiment un profil de Dulas Red. C'est surtout lui sur qui on compte au niveau de l'attaque. Mais c'est vrai que bah, assez déçu parce que bah, en fait on pensait que voilà, Harvard mène rapidement dès le premier drive il mène 7-0 donc voilà on se dit que ça va fonctionner bien. Alors premier drive pas, je reprends, mais en tout cas, il mène rapidement 7-0 et c'est un fumble retourné par Austin Jack Guillory, pardon, qui permet à Harvard de mener 7-0. Et puis on se dit, bah voilà, ils vont dérouler. Ils mènent rapidement 14-0 en fait, ils mènent même 17-0 et en fait, euh, ils n'arrivent pas vraiment à capitaliser au niveau des points. Il reste un peu cette victoire, enfin, une impression de nonchalance sur ce match-là. Harvard vraiment devra montrer autre chose. Alors c'est vrai que heureusement pour eux, ils vont pas rencontrer trop des foudres de guerre d'ici la fin de la saison parce que je pense qu'ils sont quand même un niveau au-dessus de toutes les autres équipes qui joueront, notamment Merrimack qui vont rencontrer cette fois-ci. Mais voilà, on n'est pas à l'abri. La fin de calendrier avec la réception de peine et le déplacement à Yale. En toute fin de match, en toute fin de calendrier, pardon, on sait jamais ce que ça va donner. Penn, j'en ai parlé juste avant, a quand même une attaque qui fonctionne bien. Donc voilà, donc je pense que si ils ressortent une performance comme ça, notamment offensivement, face à une équipe qui sera un niveau au-dessus de Cornell, et elles sont quasiment toutes un niveau au-dessus de Cornell, voilà, ça sera compliqué, mais heureusement pour eux, ils ont sorti ce match-là contre le Big Red, donc tant mieux pour eux. Voilà, du côté de Cornell, bah, c'est la soupe à la grimace, une attaque vraiment, vraiment, vraiment pas assez haut niveau, des turnovers qui sont bah, hyper, qui coûtent beaucoup, hein. J'ai parlé de ce fumble, d'entrée de jeu qui met le Big Red en difficulté, ça c'est clair. Donc voilà, donc vraiment des difficultés. Il a fallu attendre pour qu'il marquer des points, il a fallu attendre plus de 30 minutes, hein, c'était dans le troisième quart, parce qu'en dehors de ça, c'était punt, punt, punt et turnover on down, donc vous voyez un peu la dynamique qu'il peut avoir en attaque, et puis les drives n'étaient pas super longs non plus, hein, 18, 4 yards, 6 yards, 0 yards, 30 yards, enfin vous voyez, c'était quand même très très compliqué. À la mi-temps, c'est pas été un grand match, hein, qu'on soit très clair. Moi, j'ai vite basculé pour être tout à fait honnête, j'ai vite basculé sur le USF North Texas, qui était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus marrant à voir. Mais voilà, très déçu de la part de Harvard, mais il n'empêche que ça fait 4-0 et c'était tout ce qu'on leur demande. Hop, on va basculer sur les matchs maintenant qui ont eu lieu le samedi. Alors là, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué, hein, pour Princeton et pour Columbia. Alors, on va pas non plus faire les étonner. On savait que Princeton à domicile contre Mercer, fallait sortir pendant son meilleur match. Bah, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Défaite 38-14. Euh, Franchement, ce qui est pénible avec Princeton, c'est qu'ils ne se facilitent pas les choses. C'est-à-dire que Mercer menait 21-0 au milieu du deuxième quart. Ils ont marqué sur leurs trois premiers, quasiment sur leur premier drive, et après la mi-temps, pareil, ils scorent sur leurs trois premiers drives après la mi-temps. Enfin, ils font un mauvais début de match, une mauvaise sortie de mi-temps, donc en fait après derrière tu peux rien faire, tu cours après le score, mais c'est pas suffisant. Et puis bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi l'attaque c'est pas terrible, il n'y a pas de jeu au sol. Voilà, au poste de quarterback, c'est quand même très compliqué, alors qu'Ecolon a l'air d'avoir pris un peu l'ascendant sur Blennipa, même si Blennipa, il a quand même pas mal joué. Mais voilà, Blennipa, il a même pas été bon au sol, alors d'habitude, c'est quand même une de ses forces, donc voilà, c'est compliqué. Bref, je sais pas quoi faire cette équipe de Princeton, ils sont à 2-2, mais je pense que ça va quand même être dur tout au long de la saison.
Alors Mercer, c'est très costaud, hein, qu'on soit très clair, j'en avais parlé, je disais que ça faisait partie des bonnes équipes. Donc voilà, donc en soi, c'est pas une défaite qui est honteuse, euh, mais c'est vraiment, vraiment ce que montre Princeton depuis le début de l'année qui me fait vraiment pas de la peine, mais je sais pas, je trouve que c'est quand même, euh, ouais, c'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre du programme des Tigers. Euh, donc voilà, donc il va falloir se remobiliser et se remobiliser vite, parce que sinon ça peut enchaîner une deuxième saison un peu galère. Bob Sura, je sais pas trop on va dire la température de son siège, mais ça va commencer à chauffer un petit peu, sachant que là, il y a deux matchs vraiment très très compliqués de suite, un déplacement à Brown et réception d'Harvard. C'est probablement à l'heure actuelle deux des trois meilleures équipes d'Ivy League. Donc voilà, donc attention à la fin de saison des Tigers, mais bon, voilà, on sait que c'est aussi le principe de ce programme-là, c'est qu'ils sont capables de taper un peu n'importe qui. Même si là, en fait, leur seule belle victoire, c'est Lafayette. Il y a deux victoires, hein, Lafayette et Columbia, mais c'est deux équipes qui sont finalement un petit peu plus faibles qu'on aurait pu penser. Et à chaque fois que le niveau s'est un peu élevé, et encore contre San Diego, le niveau n'était pas si élevé que ça n'est pas passé. Mais voilà, pas de QB play, pas de chocolat. Donc voilà, défaite logique de Princeton face à une bonne équipe des Bears de Mercer. Voilà, assez impressionnante en attaque. Deuxième match qui donc, concerne l'équipe d'Ivy League contre une équipe, cette fois-ci de la Patriot League. Et ben c'était les Lions qui ont rencontré les Lions de Columbia pardon, qui ont rencontré les Mountain Hawks de l'EI, défaite 31-7 de Columbia. Donc changement en poste de quarterback, Xander Menapas est quarterback titulaire, a été titulaire pendant sur ce match-là, mais encore une fois, pas de jeu au sol. Même si au niveau de l'attaque, enfin au niveau du jeu de la passe, ça allait à peu près, mais encore une fois, Xander Menapas, pas, pas l'expérience, je pense, pour ces matchs-là, contre une équipe qui était vraiment beaucoup plus forte. Ça n'a pas pardonné, hein, qu'on soit très clair. Rien à dire, rien à dire. Deux classes d'écart entre ces équipes-là. Donc voilà, vous pouvez pas faire grand-chose. Il faut jouer son meilleur match contre une équipe de ce calibre-là. Donc ça n'a pas été le cas. Et puis merci, au revoir. Et puis voilà, l'attaque, je me fais vraiment du souci. Je ne sais pas comment Columbia va réussir à se dépatouiller de cette saison-là. C'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment la parenthèse enchantée, etc. Mais là, ça va être compliqué. Il y a peine à domicile sur cette semaine. Une des trois meilleures équipes actuellement de la V-League. Je sais pas. Je vois mal les Lions remporter, à part le déplacement à Cornell en dernière semaine. J'ai du mal à voir les Lions remporter un autre match cette saison-là. Bon, alors voilà, il faut raison garder, hein, l'EI, ça fait partie de ses meilleures équipes. Mais bon, c'est quand même très très faible. Chase Goodwin, donc, qui était quarterback titulaire jusqu'à présent et qui a priori un petit peu blessé, et donc a laissé sa place, mais il n'y a vraiment pas de différence au niveau de l'attaque, et puis l'attaque au sol, voilà, il n'y a rien. Donc voilà, 7 points marqués, 7 points marqués, beaucoup de points encaissés, et puis une différence de niveau, voilà, rien à dire dessus. Mais bon, là, pour le coup, je leur en veux pas trop parce que je pense que les carnivaux étaient beaucoup trop importants et qu'ils ont fait avec les armes qu'ils avaient. Et malheureusement, ben, les armes étaient un peu émoussées. On va dire que les griffes des Lions sont très clairement peu aussi tranchantes qu'elles étaient l'année dernière. Donc voilà, donc un samedi très compliqué pour les facs de la Ivy League. Le dernier match, c'était donc un match 100% Ivy League entre Yale et Dartmouth. Match joué sur voilà, le probablement meilleur match en termes de dramaturgie sur la semaine, ça c'est clair. Victoire de Dartmouth, vraiment au buzzer, grâce à un field goal, hein, tout simplement, de Owen Zalk de 51 yards, mine de rien. Donc voilà, victoire importante pour Dartmouth. Encore une défaite pour Yale. Défaite vraiment rageante parce que Yale, on pensait qu'ils avaient fait le maximum. Ils mettent un TD vraiment juste avant 37 secondes du terme, hein, donc on se dit voilà, c'est terminé. Malheureusement, le kick de Noah Piper est loupé et donc ça ouvre clairement, bah, ça ouvre le champ des possibles pour le Big Win, et ben bam, ils se sont engouffrés dedans. Un dernier drive vraiment, vraiment bien mené et un field goal de 51 yards réussi. Grayson Saunier, vraiment
très bon sur ce dernier drive. Ça fait deux fois de suite où il permet à Dartmouth de remporter un match voilà, sur un dernier drive. Donc vraiment très très bon. Et puis bon, mine de rien, Sammy McCorgle qui décide de kicker le field goal alors que son kicker avait déjà loupé deux field goals au fil du match. Et là, il tente un field goal d'encore plus loin et il le réussit. Victoire vraiment au forceps, au culot, au cordeau, tout ce que vous voulez de la part du Big Green qui va vraiment faire du bien parce que je pense que les deux équipes étaient d'un niveau sensiblement égal. Ça s'est vu très clairement hein, au niveau des stats, au niveau de l'ambiance du match. On a vu vraiment deux équipes qui étaient vraiment à des forces égales. On pensait qu'Yale avait fait le plus dur. Yale a mené a mené 10-0, a repassé devant SS14 et là on s'est dit c'est terminé. Mais en fait non, hein, un dernier carton vraiment c'était un vraiment dernier carton vraiment sympa à suivre avec en tout deux touchdowns pour Grayson Sony au sol et donc le field goal de la gagne. Voilà, donc cette équipe du Big Green, à chaque fois qu'on a envie de les enterrer, ils sont de retour. Et semaine après, voilà, année après année, presque j'ai envie de dire, ils ont cette capacité. Voilà, la, la défaite contre Penn, je me suis dit, oh là 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 là, ça sent la saison de galère, etc. Mais en fait, non, derrière, ils se remobilisent. Une victoire à domicile contre Yale, voilà. Après, il y a Fordham en plus qui arrive là, donc je pense que normalement, ça devrait être un match à peu près ouvert, enfin, voire facile. Mais voilà, et puis Yale, Yale assez déçu, mine de rien, parce que t'as l'impression que ça tourne jamais de leur côté. Dans le terreno, pas encore une fois, pas hyper précis, une interception pour lui sur ce match-là. Pitsenberger, meilleur par contre au sol, 138 yards pour lui. Mais voilà, ces équipes spéciales, hein, de toute façon, hein, on en parle hein, de temps en temps, mais là pour le coup, ça a été le cas. Une équipe spéciale qui fonctionne du côté du Big Green, une équipe spéciale qui ne fonctionne pas du côté d'Yale, et donc victoire du Big Green 17-16. Voilà pour les matchs qui ont eu lieu cette semaine. On va passer maintenant au match de la cinquième semaine de compétition. Et donc il reste encore un petit peu des matchs out of conference. Je me suis planté la semaine dernière, ça m'arrive, hein, ça peut arriver. Et donc voilà, il y a encore quatre matchs pardon, contre l'équipe d'une autre conférence. Et après on passera exclusivement à des matchs de conférence. Alors. C'est donc parti pour les matchs de la semaine. Alors, tout ont lieu le samedi, donc pas de match le vendredi soir cette semaine. Tous les matchs ont lieu le samedi entre 18h et 19h30 pour le dernier. Alors, on a Princeton du côté de Brown, Merrimack du côté de Harvard, Stone Hill à Yale, Bucknell à Cornell, Dartmouth à Fordham et Pennsylvania à Columbia. Donc, je vous propose de commencer par les matchs de 18h. On va commencer par les deux matchs qui concernent les équipes de la Ivy League, mais sur l'extérieur, enfin en tout cas contre des équipes de l'extérieur. Merrimack à Harvard, 18h, donc devrait pas poser de soucis pour le Crimson. Les Warriors de Merrimack voilà, donner outsider, underdog pardon, de 24 points, une saison un peu galère pour eux, des défaites contre Kent State, bon, une équipe FCS, mais voilà, on connaît Kent State, le niveau, Kennesaw State, Storybooks et Maine, des victoires contre Robert Morris, Saint Anselm, une équipe de D2, et Central Connecticut, une équipe qui avait battu Dartmouth en semaine 2, on s'en souvient. Honnêtement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Merrimack que je n'ai pas vu jouer, donc je vais pas vous inventer des choses. Donc voilà, je pense que Harvard devrait s'en sortir sans trop de soucis. Deuxième match pour l'Ivy League qui accueillera une équipe extérieure à la conférence, c'est Yale qui accueille Stone Hill. Pareil, je pense que ça devrait être un match tranquille pour Yale, en tout cas on l'espère. Stone Hill qui a déjà rencontré une équipe de la Ivy League, c'était Penn en semaine 2 de compétition, ils avaient perdu 24-21. Donc voilà, donc attention quand même, il y a une petite marge de manœuvre qui existe, mais voilà, il ne faudra pas être trop sûr de son fait, parce que voilà, Stone Hill, ils ont battu Maine, ils ont battu Long Island, défaite contre Duquesne, défaite contre Sacred Heart, Lafayette et donc Penn. L'équipe qui ne devrait pas poser trop de soucis, avec un jeu au sol qui est un peu défaillant par moment. Donc voilà, donc je voulais donner Yale aussi vainqueur. C'est un bon match, je pense, pour se relancer. Pour Yale, je pense que c'est intéressant pour eux d'avoir un match un peu plus simple, peut-être comme ça, pour relancer la machine, notamment offensivement, pour avoir un petit peu plus de certitude pour la fin de calendrier qui s'annonce
donc Ivy League, donc parfois un petit peu plus relevé, sachant que derrière il y aura peine, donc je pense que c'est le bon match pour remettre ses idées en place. Monterreno, j'attends, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va nous sortir un gros match à suivre, bien évidemment. Donc à 18h, 100% Ivy League cette fois-ci, Princeton qui se déplace du côté de Brown. Brown qui est favori de 8 points et demi, donc ça va être un match très cool. Donc la question très clairement, c'est est-ce que l'attaque de Princeton va réussir à montrer autre chose que sur quoi, en quoi on était habitué? Est-ce que Brown va rester pareil, sur ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison? Donc très clairement, je pense en début de saison, on aurait pu penser que Princeton aurait été favori sur un match comme ça. Là, c'est pas le cas. Très clairement, Brown fait figure de favori, beaucoup plus de certitude, notamment offensivement. Donc voilà, donc je vais donner Brown vainqueur sur ce match-là, mais voilà, Princeton, on sait qu'ils sont capables du meilleur, mais malheureusement, là, notamment au niveau du jeu au sol, comme je disais, il n'y a pas de playmaker. Et même si la défense montre quand même des bonnes choses, je pense que l'attaque de Brown est beaucoup trop efficace. À voir comment la défense de Princeton est capable d'arrêter cette attaque des Bears qui est capable de vraiment mettre beaucoup de yards, beaucoup de points. Matt Childs, le running back, donc un des meilleurs running backs de la Ivy League, très clairement. James Murphy qui fait un excellent début de saison. Si on met de côté ce match contre Harvard, mais je vais mettre quand même de côté le match contre Harvard. Parce qu'en dehors de ça, c'est quand même très bon ce que nous ont montré les Bears. Donc je vais donner Brown vainqueur de ce match-là. À 19h, Bucknell qui se déplace du côté de Cornell. Cornell légèrement favori de 2 points et demi. Donc c'est très, très clairement le dernier match. Et je pense que le seul match où Cornell va être favori d'ici la fin de la saison. Le Bison est en 4-3 avec des défaites contre Air Force, Lehigh et Lafayette le week-end dernier. Une grosse défaite 62-24. Donc c'est une équipe qui encaisse des points. Et donc est-ce que ça serait pas le moment parfait pour que l'attaque de Cornell se réveille? Et ben je pense que si. Donc voilà, donc on aura peut-être un match assez offensif. Parce que l'attaque aussi de Bucknell marque des points. Le quarterback Ralph Rucker de Fourth, pardon, est un bon quarterback au niveau de la passe. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, cette défense poreuse peut donner des motifs d'espoir quand même à Cornell. Je vais donner Cornell vainqueur, parce qu'ils vont peut-être quand même en gagner un. Mais voilà, attention, Bucknell, ils ont tapé Marist. Marist qui a perdu contre Penn, on se souvient, la semaine dernière. Ils ont tapé Richmond. Donc voilà, donc c'est quand même une équipe qui est capable de bonnes choses, mais voilà, le dernier match a été catastrophique, donc à voir sur quelle version du Bison on va tomber. Je vais donner Cornell vainqueur, parce que voilà, ils ont quand même montré des bonnes choses défensivement, et que voilà, offensivement, ils pourront se relancer. 19h aussi, Dartmouth qui se déplace du côté de Fordham. Quoi dire sur ce match-là? Dartmouth va être favori, largement favori, de 12 points à l'heure où je vous parle. Je pense que ça va être un match voilà, qui doit être, voilà, qui doit être dans la lignée de ce qu'on a vu, c'est-à-dire une équipe voilà, batailleuse, je pense plus talentueuse aussi que ce qu'ils ont cette fois-ci. À noter quand même du côté de Fordham, le linebacker James Conway, qui est un des meilleurs plaqueurs de l'histoire du FCS. Il a 522 tackles sur l'ensemble de sa saison et il se rapproche du record FCS qui est détenu par Boomer Grinsby de Illinois State qui est de 550. Donc voilà. Donc ça sera homecoming du côté de Fordham sur ce match-là, donc déplacement de Dartmouth, mais bon, honnêtement, je pense que ça ne devrait pas trop poser de soucis. Fordham, ils sont à 1-5, les Rams. Euh, la seule victoire, c'était contre Holy Cross. Holy Cross qui est en 0-7 maintenant, je pense, ou 0-6 à l'heure où je vous parle. Donc voilà, donc je pense que c'est tout à fait dans les cordes de Dartmouth, qui me semble un petit peu plus talentueuse. Ils sortent d'une défaite à Lafayette. Donc voilà, donc pas une énorme confiance dans ces Rams-là, donc Dartmouth devrait, je l'espère pour eux en tout cas, s'imposer largement. Et pareil, ça permettra, je pense, aussi à Grayson Saunier de soigner une ligne statistique, c'est important, avant que voilà, les choses sérieuses commencent ou recommencent, j'ai envie de dire, puisque voilà, on va commencer
le calendrier 100% Ivy League, même si le premier match contre Columbia devrait être un petit peu voilà, ouvert très clairement. Mais voilà, donc attendez-vous peut-être à un gros match de DJ Crowther aussi, j'en ai pas parlé cette semaine, il avait fait un match un peu moins impressionnant la semaine dernière contre Yale, mais voilà, on sait que c'est un des meilleurs running back aussi de l'Ivy League, donc à suivre bien évidemment contre Fordham, qui n'est pas forcément une des meilleures défenses du pays. Dernier match qui aura lieu donc pour la Ivy League, c'est 100% Ivy League, Penn qui se déplace du côté de Columbia. Au niveau du spread, Penn est favori de 7,5 points. Je trouve ça un petit peu léger, je pensais que ça allait être plus que ça. Donc voilà, donc force contre force, la grosse attaque de Penn contre la grosse défense de Columbia. Voilà, donc à savoir qui va réussir à step up. Est-ce que c'est à progresser, à montrer que voilà qu'on peut compter sur eux? Est-ce que ce sera l'attaque de Columbia ou la défense de Pennsylvania? J'ai quand même beaucoup plus. Je pense que la défense de Penn est meilleure que l'attaque de Columbia, donc je vais quand même donner Penn vainqueur. Mais bon, ça sera quand même un bon, comment dire, un bon test, hein, très clairement pour les Quakers. Jared Richardson contre une grosse défense, Julian Stoke aussi. On va voir. Mais voilà, je pense que cette équipe des Quakers, elle est plus complète, hein, très clairement que Columbia. Donc voilà, je ne sais pas encore qui va jouer QB pour Columbia. Mais pour l'instant, l'attaque est tellement, même si la défense est forte, l'attaque est tellement unidimensionnelle et encore même pas dimensionnelle du tout, puisque au niveau du QB play, c'est quand même compliqué. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je vais donner quand même très clairement Penn vainqueur et je pense que le spread sera couvert. Donc je donne Brown vainqueur contre Princeton, Harvard contre Merrimack, Yale contre Stone Hill, Cornell contre Bucknell, Dartmouth contre Fordham et Pennsylvania contre Columbia. Donc voilà, donc là cool head à fond sur ce match-là, 4 victoires de Fact Ivy League contre des équipes extérieures à la ligue, mais c'est important puisque j'ai vu une question passer, combien d'équipes de l'Ivy League pourraient participer au playoff FCS? Là, à l'heure actuelle, il y a un seul moyen que je vois où il y a deux équipes de l'Ivy League qui participent, c'est si Harvard ne remporte pas le titre de la ligue. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a aucune équipe en dehors de Harvard qui a un CV assez impressionnant pour avoir une place at large. Si Harvard termine avec une défaite, et qu'une défaite, je sais pas qu'à Yale, et que ça permet à Yale de remporter le titre de la Ivy League ou une défaite à Penn, par exemple, je pense très clairement que Harvard aura le CV. Parce qu'il y a les victoires contre Holy Cross, il y a 10 victoires contre Stenson, pardon. Merrimack, je pense qu'ils n'en feront qu'une bouchée. Donc voilà, c'est la seule, à mon avis, à l'heure où je vous parle, c'est la seule moyen d'entrée pour qu'on ait deux équipes d'Ivy League cette année, ça sera ça. Donc voilà, bon j'ai du mal à voir Harvard pas d'un match cette saison, qu'on soit très clair, mais bon, ils ont joué que 4 matchs, il en reste 6, donc on bascule sur la moitié sur la moitié de la saison après ce match-là. Donc voilà, donc moi je me fais pas d'illusions sur, on va dire, sur les chances de la V-League à avoir deux équipes, parce que je pense qu'il y a effectivement le Crimson qui est quand même largement au-dessus des autres et que il devrait finir la saison au pire avec une défaite. Mais derrière c'est tellement serré que j'ai du mal à voir une autre équipe avec une seule défaite. Et si une seule équipe, ce sera peut-être Brown, mais comme Brown a déjà perdu contre Harvard, ils auront le tiebreaker perdu, et donc Harvard par extension devrait remporter la Ivy League. Voilà par le récap de cette semaine de compétition d'Ivy League. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez les deux épisodes classiques sur le récap de la semaine en SBS et la récap de la semaine dans le groupe of 5. On se retrouve pour ce 1-2-6, je m'en perds mon latin, samedi à 17h bien évidemment. Et puis je répète, l'énorme nouvelle qui nous est arrivée au cours du week-end dernier, DAZN propose gratuitement des matchs de college football et ça c'est vraiment très très cool. Donc attendez-vous à avoir beaucoup de Big Ten, un peu de Big 12, un peu d'American, un peu de Mountain West, donc c'est plutôt cool. On a déjà tweeté quel match serait diffusé cette semaine. Pour l'instant, j'ai pas encore, alors je vois que j'ai pas encore cherché sur Bean quel match serait diffusé, mais au moins ces matchs-là, ils sont gratos aussi en replay. Donc voilà, donc moi je vous fais des bisous, je vous dis à samedi pour de nouvel épisode de 1-2-6. Salut tout le monde.